Philippe Méchet, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé dans des instituts de sondage, vous êtes passé par l'entreprise, vous enseignez à Sciences Po et vous écrivez avec Timothée Nicolas, Faites de la politique, c'est aux éditions de l'Observatoire Diagnostic et Ordonnance pour un malade qui s'appelle la démocratie française. Un mot quand même pour commencer de votre ancien métier, si j'ose dire. Les sondages de l'actuelle présidentielle sont un peu fous entre volatilité de l'électorat, abstention difficile à prévoir, effet de l'épidémie ou de l'international. Quelle attitude recommandez-vous aux citoyens électeurs? Être dans la confiance vis-à-vis des sondages, dans la méfiance, dans la distance? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Je crois qu'ils sont toujours un petit peu dans la distance, mais dans l'intérêt. C'est toujours un intérêt distancié, c'est-à-dire qu'à la fois ils s'en méfient, ils savent maintenant, ils savent que les sondages ça bouge, d'ailleurs ils l'ont vu depuis, si je puis dire, le début de la campagne, depuis janvier. Cela étant, pour eux c'est une indication un petit peu de ce vers quoi on s'oriente. Donc ça oriente également un petit peu leurs interrogations, leurs questions, et à préparer le lendemain de l'élection. Mais effectivement, vous avez raison de le dire, j'ai jamais vu une campagne avec des sondages pareils, si je puis dire, avec un premier qui fait quasiment le double du second. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la République, depuis le début de la Ve République. Donc on est face effectivement à une situation un peu unique et qui nous laisserait penser que ça y est, le gagnant est déjà là. Et finalement, faut plutôt penser au point d'après. Donc c'est ça qui est très surprenant. Le retour à la réalité après. Alors votre livre commence aussi par une constante chiffrée. Les cotes de popularité de presque tous les présidents et premiers ministres, elles dégringolent durant l'exercice de leur mandat. Est-ce que la France aime détester ses dirigeants? Oui. C'est un sport national. La réponse est nette. Alors, ça, c'est pas qu'en France, c'est dans beaucoup de pays, mais beaucoup plus amorti, y compris il y a des pays d'ailleurs où on peut rester populaire. Je pense à Angela Merkel d'ailleurs en Allemagne, on a pu le voir jusqu'au bout. Elle était même de plus en plus populaire au fil du temps. Mais effectivement, c'est en France une caractéristique, c'est que dès qu'un gouvernant est en place, eh bien, il s'agit effectivement d'aller dans la critique et il ne peut que perdre des points. Donc pour lui, ça consiste à amortir le choc, aussi à séquencer sa période de prise de fonction, c'est-à-dire qu'à partir du début, les mesures dures sont au début, ensuite on rattrape et à la fin, en principe, on relâche, mais il n'y arrive jamais parce qu'il se passe toujours des événements, comme c'est le cas aujourd'hui, des événements qui viennent troubler effectivement le plan qui était prévu. De nombreuses pages de votre ouvrage sont consacrées à la crise des partis. Or, à la fin, vous le dites, il faut les revitaliser. Mais est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Est-ce qu'aujourd'hui, il vaut mieux pas bâtir une application pour smartphone pour avoir des followers plutôt que créer un parti? Non, je pense, j'ai peut-être la naïveté ou la faiblesse de penser que on ne peut revigorer la démocratie qu'au travers des partis politiques. Et pourquoi je dis cela? Parce que c'est pas seulement les partis politiques qui sont en jeu, c'est aussi le sens collectif, c'est aussi l'intérêt général, qui sont des notions qui nous échappent de plus en plus. On est dans une société où on parle évidemment d'individuation, de crise finalement de l'intérêt collectif, de l'intérêt général, et ça se manifeste aussi par le fait que les Français continuent de s'engager. Mais ils ne s'engagent plus dans les partis politiques. Ils vont s'engager dans des associations, ils vont s'engager dans des ONG, c'est-à-dire dans des sphères et des institutions qui ont un lieu central d'intérêt, un lieu unique d'intérêt. Et les partis politiques, de fait, qui, eux, doivent s'intéresser à généralistes, sphère, qui sont généralistes, sont boudés. Alors, le drame de tout cela, sauf Barbier, c'est qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de partis qui sont tombés là-dedans. C'est-à-dire que ça a commencé avec le Front National, qui était sécurité, immigration, point barre. L'économie paraissait presque accessoire dans les programmes. Ça a continué avec Europe Écologie Les Verts. Il y avait l'écologie et rien d'autre. Et de fait, on a des partis qui commencent à ressembler à des associations. Donc, ma thèse, c'est que pour retrouver du sens et de l'intérêt général, il faut d'abord construire un vrai projet auquel, évidemment, on ajoute un programme, mais qui touche absolument toutes les sphères de la société. Est-ce que c'est ce qu'a réussi Emmanuel Macron, profiter de la fin des partis, de cette révolution? Vous le dites, c'est les révolutions qui détruisent les partis, pour essayer d'être le plus multithématique possible. Alors, il a réussi, il a raté. Il a réussi, effectivement, cet émiettement de la vie politique, qui lui laisse, effectivement, un boulevard, puisqu'il est président. Mais en même temps, il a raté, puisque, souvenez-vous, 2017, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est qu'il faut réenchanter la politique. Au fond, il fait le même constat que je fais aujourd'hui, c'est de réenchanter la politique. Et de ce point de vue, il n'a pas réussi à reconstruire une vie politique où, en gros, il y aurait des courants de pensée représentés de manière suffisamment large pour peser dans le débat. Moyennant quoi, il est face à un émiettement et à la fois il a un boulevard et une très grande solitude. Pourquoi les intellectuels aujourd'hui n'arrivent plus à donner des idées aux politiques? On voit beaucoup d'analyses dans les think tanks, on voit assez peu de propositions qui passent la barre.
En fait, vous avez donné la réponse. Parce qu'aujourd'hui, quand on est un intellectuel, on se dit qu'on est plus pris au sérieux par les think tanks qui vont moins vous bousculer et où on peut développer, et on est moins écouté des partis politiques. Les partis politiques boudent clairement les intellectuels. Il y a une espèce de dédain aussi des intellectuels vis-à-vis des partis politiques, et on voit que c'est dans les think tanks que ça se passe. C'est d'ailleurs, il y a une profusion de production intellectuelle de très grande qualité dans les think tanks. Alors aussi, le problème, c'est que les partis politiques ont un peu délégué le boulot de réflexion aux think tanks. C'est-à-dire que la réflexion se passe de moins en moins dans le parti et en dehors du parti, ce qui ne contribue pas à générer de l'attrait des partis politiques. Alors pour se rapprocher des Français, les partis ont inventé ou importé les primaires. Choisissez les concurrents de la compétition. Pourquoi êtes-vous si sévère avec les primaires? Parce que je suis sévère avec les primaires, parce que quand on est militant, qu'on a passé du temps, qu'on est resté aux côtés du parti pendant des périodes type 5 ans, qu'on est allé aux réunions, qu'on a assisté, on vous dit au moment de choisir le candidat, eh bien, tu compteras autant que quelqu'un qui n'est jamais venu, voire quelqu'un qui n'a pas tes opinions, mais qui veut simplement jouer. Je peux l'avouer, je crois que je le dis dans le livre, j'ai voté à toutes les primaires. Oui, j'ai voté à toutes les primaires, donc je n'étais pas militant dans ces partis politiques, et ma voix comptait autant qu'une personne qui avait investi de son temps, investi de son affect dans le parti politique. Donc en cela, je dis... Eh ben, c'est aux militants de décider. Mais quand aucun chef ne se distingue, que c'est des querelles de chapelle ou de courant, en appeler à la primaire, c'est peut-être une solution. Bah, c'est bien. La difficulté, vous mettez le doigt sur ce qui fait mal, c'est sur les leaders des partis politiques aujourd'hui. Et les leaders des partis politiques, il faut bien le reconnaître, pour la plupart, n'ont ni le charisme ni l'attrait qu'avaient nos anciens leaders. Pas tous, bien sûr, mais la plupart des leaders. Prenez les partis un à un. Je vais être très sévère cette fois. Julien Bayou pour les Verts, Christian Jacob pour les Républicains, Olivier Faure pour le Parti Socialiste. C'est pas les meilleurs. Mais c'est pas des gens qui attirent, c'est des gens sérieux. Je ne veux pas critiquer le sérieux, mais c'est pas le niveau d'un chef du type quand on a connu Jacques Chirac, François Mitterrand, Sarkozy, même François Bayrou. Mais eux, c'est nouveau, ils organisent la compétition. Ils sont pas les champions, mais ils organisent, ils sont les arbitres. Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais le problème, c'est qu'un parti politique, on cherche pas un arbitre, on cherche un chef. Quelle piste pour régénérer la démocratie? Vous en évoquez certaines. Quelles sont vos préférées? Les élus tirés au sort, le référendum d'initiative citoyenne? Ah non, ni l'un ni l'autre. Les élus tirés au sort, non. Je crois qu'on doit simplement réenchanter la politique par le fait, effectivement, d'avoir des gens qui ont une capacité à générer un projet. Aujourd'hui, ce qui manque, on le voit bien, c'est des hommes qui peuvent offrir un projet et qui peuvent décliner à partir de là des programmes. Regardez d'ailleurs dans la campagne électorale, moi je suis très frappé. Ils sont tous arrivés en nous détaillant un programme électoral sans qu'il y ait vraiment de lien entre. Alors, il venait avec une mesure. C'est des fiches. Et je ferais ça. Regarde, la campagne d'Anne Hidalgo est un désastre. Pourquoi? Elle dit, je remplis toutes les cases. Bah oui, mais tous les jours, elle vient nous annoncer effectivement une mesure du programme, mais on voit pas le lien, on voit pas le centre. Donc, c'est pas un slogan, un projet. Or, ils ont tendance à résumer leur projet à un slogan. Ça veut dire que ce ne sont pas des sociétés construites. Il n'y a pas un projet de société construite dans ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a simplement une litanie d'un catalogue de programmes. C'est la redoute de la politique. Vous parlez aussi beaucoup, dans Faites de la politique, des députés. Est-ce qu'il faut être technique, expert d'un sujet, clientéliste sur sa circonscription ou législateur soucieux de l'intérêt général? Quel est le bon modèle? C'est un peu la réunion des trois. Il faut un mélange. Il faut un mélange des trois. Et d'ailleurs, puisque dans le livre, nous abordons dans la deuxième partie, finalement, la deuxième partie, ce sont des interviews, beaucoup basées à partir d'une quarantaine d'entretiens, avec aussi bien Edith Cresson que des derniers entretiens de Valéry Giscard d'Estaing. Oui, François Cornu-Gentil et d'autres. Bernard Cazeneuve, absolument. Pierre Bédier, parce que c'est très touchant ce que nous dit Pierre Bédier sur ce qu'est la politique. Il y a beaucoup d'émotions. Ah oui, d'affect, bien sûr. Il va voir Chirac dans un meeting, il sort chiracien pour sa vie. Voilà, il sort chiracien pour sa vie, et de surcroît, finalement, il finit par dire, quand on lui dit, mais pourquoi vous faites de la politique? Il dit, je me suis aperçu que j'avais envie de service. Ouais. C'est quand même merveilleux, parce que c'est aussi un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Un politique, c'est quelqu'un... C'est compliqué d'être politique, d'ailleurs, qui doit avoir de l'affect, un projet, qui doit aussi s'intéresser à la technique. C'est un métier très contraignant. C'est un livre aussi en défense des politiques. Parce que c'est tout de même... C'est un métier très difficile. On est toujours décrié, comme vous l'avez dit au début de l'entretien. On finit toujours plus mal qu'on est arrivé dans les sondages, alors qu'on se donne beaucoup. On a quand même envie, non seulement d'être élu, mais de satisfaire l'opinion. Donc c'est très complexe. Soyez fiers d'être des amateurs, a dit Emmanuel Macron à ses députés. Phrase malheureuse ou profession de foi?
Plutôt malheureuse parce que c'est pas ce qu'attendent les citoyens. Ils attendent des gens qui savent prendre des problèmes et pas les traiter en amateurs, mais les traiter en professionnels. Je pense que lui-même d'ailleurs ne redirait pas cette phrase. Et d'ailleurs il a bien vu les écueils dans lesquels ça le conduisait, avec quand même un nombre de députés qui, quand on les interrogeait, des députés En Marche, disaient je sers à rien, je vois pas très bien ce que je fais ici, et qui avaient le blues. C'était le blues des députés parce que effectivement, ça s'apprend la politique. C'est Laure de la Raudière qui était députée Oui. que nous reprenons, Qui qui nous travaillait dans les expliquait. télécommunications avant. Et... Absolument. Et elle est tout à fait par hasard. Elle devient députée. On la met dans une circonscription qu'on pense ingagnable, mais elle gagne. Et elle m'expliquait, elle me disait, mais le premier mandat, je savais pas faire. J'étais dans la majorité, donc fallait que j'apprenne. Le second mandat, là, je savais faire, sauf que j'étais dans l'opposition. Je servais à rien. Donc, le troisième mandat, elle a commencé. Et puis finalement, elle a voulu retourner à la vie professionnelle, puisqu'elle a été nommée d'ailleurs à l'ARCEP. De l'ARCEP. Vous êtes assez sévère avec l'écologie politique, trop monothématique. Avec Yannick Jadot, réaliste, mesuré, mais manquant d'ambition, de mordant. Est-ce que vous lui recommanderiez d'entrer dans un gouvernement, si Macron est réélu, pour essayer d'être dans l'écologie réaliste comme les Allemands? Pourquoi pas? Parce que Yannick Jadot, je suis pas sévère avec Yannick Jadot Non, d'ailleurs, je mais suis sévère avec l'écologie. avec Au l'Europe contraire, écologique. j'ai plutôt d'ailleurs une certaine affection pour Yannick Jadot. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris la mesure, qu'il avait une spécialité sur laquelle il avait des convictions et une certaine modération qui pouvait effectivement s'allier à d'autres forces politiques. C'est pas le cas du reste de l'écologie politique, mais je ne fais pas que critiquer les Verts, puisqu'il y a des choses que nous disons avec Timothée Nicolas dans le livre qui sont importantes. Par exemple, je fais l'apologie des courants Oui. dans les partis politiques, et je reconnais qu'il n'y a que les Verts qui ont des courants. Les Verts ont des débats internes. Or, c'est très important d'avoir du débat interne, tout comme le Parti socialiste a bénéficié d'avoir des courants très différents entre Jean-Pierre Chevènement, Michel Rocard, Laurent Fabius. Alors, pourquoi c'est important? Parce que finalement, on se bat, on se cogne, etc. Mais à la fin, on se réunit et on fait une synthèse. Et c'est d'autant plus important qu'on a appris le compromis. Or, la politique, c'est aussi du compromis. Et c'est là que je dis, effectivement, en apprenant le compromis, on apprend le métier politique. Et là, on est dans des partis où il faut que tout le monde pense de la même manière. Il y a beaucoup plus d'élus en France qu'ailleurs en proportion, donc on est rassuré, la politique durera toujours. On espère bien qu'elle durera toujours. Philippe Méchet avec Timothée Nicolas, Fête de la politique, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci, bonne journée. Merci.